Après avoir commis cet adultère, mon mari ne m'a plus jamais touché. Pendant 18 ans, nous avons été des étrangers partageant une maison. Ce n'est que lors d'un examen physique de routine après ma retraite qu'un médecin a dit quelque chose qui a fait s'effondrer mon monde sur le champ. Docteur Evans, de quoi ont l'air mes résultats? J'étais assise dans le calme stérile du cabinet de la clinique, mes doigts triturant inconsciemment la lanière de mon sac à main. La lumière du soleil filtrait à travers les stores, projetant des rayures nettes sur les murs blancs. Le docteur Evans avait une cinquantaine d'années, c'était une femme à l'allure bienveillante avec des lunettes à monture dorée. À ce moment-là, elle fixait son écran d'ordinateur, les sourcils froncés. Elle a levé les yeux vers moi, puis les a rabaissés, parcourant mon dossier électronique. Madame Miller, vous avez 58 ans cette année. Est-ce exact? Sa voix était douce, mais elle m'a mis les nerfs à vif. Oui, je viens de prendre ma retraite. J'ai essayé de garder ma propre voix stable. Est-ce que quelque chose ne va pas? Avez-vous trouvé quelque chose? Le docteur Evans a marqué une pause de quelques secondes, puis m'a regardé avec une expression complexe. Suzanne, je dois vous poser une question assez personnelle. Est-ce que vous et votre mari avez maintenu une vie intime normale au fil des ans? Mon visage s'est empourpré. La question était une aiguille trouvant la blessure la plus secrète et la plus douloureuse des 18 dernières années. C'était absurde, vraiment. Michael et moi étions mariés depuis 30 ans, mais nous étions des étrangers depuis 18 d'entre elles. C'était l'été 2008. J'avais 40 ans et lui aussi. Notre fils Jake venait de partir pour l'université. Soudain, la maison était vide, pas d'un vide physique, mais psychologique. Michael et moi étions des amoureux de l'université. Nous nous sommes mariés juste après l'obtention de notre diplôme, nous installant dans une vie confortable. Il était ingénieur dans une grande entreprise de fabrication, et j'enseignais l'anglais au lycée local. Notre vie était stable et calme, comme un verre d'eau tiède, pas de vagues, mais pas de passion non plus. Puis, quand j'ai eu 40 ans, j'ai rencontré Ethan. Il était le nouveau professeur d'art au lycée, de 5 ans mon cadet, avec de fines rides qui se creusaient autour de ses yeux quand il souriait. Il gardait un vase de fleurs fraîches sur son bureau, fredonnait des airs que je ne reconnaissais pas en corrigeant des copies, et offrait son parapluie à quiconque était surpris par la pluie. Il me rappelait la jeune fille que j'étais 20 ans plus tôt, celle qui pleurait sur un poème et rêvassait au clair de lune. Suzanne, que penses-tu de celle-là? Un après-midi, Ethan est entré dans ma classe en tenant une aquarelle représentant une colline couverte de fleurs sauvages. C'est magnifique, ai-je dit, et je le pensais. Alors elle est à toi. Il me l'a tendue. Je pense que tu es comme les fleurs sauvages de ce tableau. Calme, mais avec une force vitale qui t'appartient en propre. Ce fut la phrase qui a déverrouillé une porte dans mon cœur que j'avais verrouillée depuis longtemps. Nous avons commencé à parler davantage dans la salle des professeurs, à nous promener dans le petit jardin de l'école, à prendre un café dans un établissement voisin. Je savais que c'était mal, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Le sentiment d'être vraiment vu, d'être admiré, était comme de la pluie sur une terre desséchée. Michael a senti que quelque chose n'allait pas. Tu travailles beaucoup tard ces derniers temps, a-t-il dit un soir depuis sa place habituelle sur le canapé. Juste beaucoup à faire à l'école, ai-je dit, évitant son regard alors que je me précipitais dans la chambre. Il n'a pas insisté, restant simplement assis là dans la lueur silencieuse de la télévision. Ce silence me faisait me sentir coupable, mais il me rendait aussi plus audacieuse. Toute l'affaire a éclaté un week-end. J'avais dit à Michael que j'avais un atelier pédagogique, mais j'avais en réalité organisé une sortie pour aller dessiner avec Ethan à la campagne. Nous avons passé tout l'après-midi au bord d'un lac à parler de poésie, d'art et de vie. Alors que le crépuscule tombait, Ethan a soudainement pris ma main. Suzanne, Ces mots ont été coupés par une voix. Maman. J'ai tourné la tête brusquement. Jake se tenait à une courte distance, le visage pâle de fureur, et à côté de lui se tenait Michael. Le visage de mon mari était un masque vide, mais ses yeux étaient fixés sur moi. Mon esprit est devenu blanc. Il s'est avéré que Jake était rentré de l'université pour le week-end pour me faire une surprise. Quand je n'avais pas répondu au téléphone, il avait demandé à Michael de l'emmener dans mes endroits habituels pour me trouver. Il m'avait trouvé ici, au bord du lac, avec Ethan. Maison fut tout ce que Michael a dit avant de se retourner et de retourner à la voiture. Le trajet de retour fut d'un silence terrifiant.
Jake était assis à l'arrière, rayonnant de déception et de colère. C'était comme un couteau tournant dans mon cœur. Quand nous sommes arrivés à la maison, Michael a envoyé Jake dans sa chambre. Puis il s'est assis sur le canapé du salon, a allumé une cigarette et m'a regardé. Depuis combien de temps? Sa voix était calme, ce qui m'a effrayé plus que des cris ne l'auraient fait. Je suis désolé. Je me suis agenouillé devant lui, les larmes coulant sur mon visage. J'ai eu tort. J'ai eu tellement tort. Je t'ai demandé depuis combien de temps, a-t-il répété. 3 mois, ai-je sangloté. Mais rien ne s'est passé. Je jure que nous avons juste parlé. Assez. Il a écrasé sa cigarette et s'est levé. Suzanne, je te donne 2 choix. 1. Nous divorçons. Tu t'en vas avec rien. 2. Nous restons mariés. Mais à partir d'aujourd'hui, nous sommes colocataires, pas mari et femme. Je l'ai regardé, stupéfaite. Jake a toute sa vie devant lui. Je ne veux pas que cela l'affecte, a-t-il continué, son ton aussi froid et détaché que s'il discutait d'un accord commercial. Je suis d'accord, me suis-je entendu chuchoter, la voix tremblante. Puis tout a été réglé. Il est allé dans notre chambre, a pris son oreiller et une couette, et les a jetés sur le canapé du salon. À partir de maintenant, je dors ici. Ta vie t'appartient, mais devant notre fils et devant tout le monde, tu agiras comme une épouse normale. Cette nuit-là, je suis resté allongé seul dans notre lit king size, l'écoutant se tourner et se retourner sur le canapé. Je m'attendais à ce qu'il hurle, qu'il me frappe, qu'il exige des réponses. Mais il n'a rien fait de tout cela. Il m'a simplement exclu de son monde. Pour la première fois, j'ai compris que certaines punitions étaient bien plus cruelles qu'un divorce. Le lendemain, Michael est allé travailler comme si de rien n'était. Je me suis fait porter pâle, incapable de faire face à Ethan. Je lui ai envoyé un seul SMS, « Je suis désolé. Nous ne pouvons plus nous revoir. » Il a répondu par un seul mot, « D'accord. » Et juste comme ça, ma liaison avec Ethan était terminée, mais mon mariage avec Michael l'était aussi. Dans les années qui ont suivi, nous avons maintenu une étrange paix froide. Il préparait du café le matin mais ne me parlait pas. Il rentrait du travail alors mais disparaissait dans son bureau jusqu'à ce que je sois endormi avant de sortir dormir sur le canapé. Quand Jake est revenu pour les vacances de Noël, je lui ai demandé ce qu'il voulait pour le dîner, en essayant d'avoir l'air joyeuse. Il m'a juste regardé et a dit « peu importe », avant de s'enfermer dans sa chambre. Ce Noël-là, l'ambiance était arctique. Pendant le dîner, nous étions tous les 3 assis en silence, le seul son provenant du film de Noël qui passait à la télé. Jake, reprends un peu de dinde, ai-je dit, en essayant d'en mettre dans son assiette. Il a retiré son assiette, la tête baissée. Papa, comment ça se passe au cabinet, a-t-il demandé, m'ignorant ostensiblement. Bien, a répondu Michael succinctement. Bien. Jake a posé sa fourchette. Je n'ai plus faim. Je vais dans ma chambre. En regardant mon fils s'éloigner, les larmes ont recommencé à couler. Arrête de pleurer, a dit Michael d'un ton plat. Économise ton énergie. Nous devons aller chez ta mère demain. J'ai essuyé mes yeux, une réalisation glaciale s'emparant de moi. C'était ma vie maintenant. Jouer à la famille heureuse pour le monde, vivre comme des étrangers à la maison. Le temps a passé, figeant notre relation. En 2011, Jake a obtenu son master et a pris un poste à Chicago. La maison, désormais vide de notre fils, semblait encore plus froide. J'ai essayé d'arranger les choses. J'ai appris à cuisiner ses plats préférés, je lui ai acheté des cadeaux d'anniversaire attentionnés, et je l'attendais avec une collation quand il travaillait tard. Mais il restait un mur d'indifférence, mes efforts rebondissant sur lui. Tu n'as pas besoin de faire ça, a-t-il dit froidement un soir. Nous jouons simplement la comédie. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Mais je veux me racheter auprès de toi, ai-je articulé avec peine. Certaines choses ne peuvent pas être réparées. Il m'a coupé. Suzanne, je t'ai donné une porte de sortie respectable. Vis simplement ta vie et ne me fais pas regretter ma décision. À ce moment-là, j'ai enfin compris. Il ne me haïssait pas. Il avait juste enterré la haine si profondément qu'elle s'était transformée en glace. En 2013, Jake a épousé une charmante et gentille jeune femme nommée Sarah. Au mariage,
Michael et moi nous tenions côte à côte, souriant et portant des toasts. Vos parents ont un mariage tellement merveilleux, a commenté un invité. Michael a passé son bras autour de mon épaule, son sourire parfaitement naturel. Je pouvais sentir sa main, aussi raide et froide qu'une pierre, contre mon dos. Plus tard, de retour dans la chambre d'hôtel, il a retiré son bras à la seconde où la porte s'est fermée. C'était épuisant, n'est-ce pas, a-t-il dit avec un ricanement. Oui, ça l'était, ai-je répondu, me laissant tomber sur le bord du lit, ressentant toute l'absurdité de la situation. Michael, combien de temps encore devons-nous continuer ce manège? Jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus, a-t-il dit, en enlevant sa veste de costume et en s'allongeant sur le canapé. Je m'y suis habitué. Ces quelques mots « m'y suis habitué » furent comme un poignard dans mon cœur. En 2015, notre petit-fils Noah est né. Michael lui a donné son nom. Avec un petit enfant, nous avons trouvé quelques nouveaux sujets de conversation. Nous discutions des étapes du développement de Noah, choisissions des jouets pour lui et rions ensemble lors des appels vidéo. Noah, dit mamie, roucoulais-je devant l'écran du téléphone. Ce gamin ressemble exactement à Jake au même âge, a remarqué Michael à côté de moi un jour. C'était le premier commentaire personnel spontané qu'il m'adressait depuis des années. Vraiment, ai-je demandé, tâtant le terrain. Est-ce que Jake était aussi souriant bébé? Ouais, a-t-il hoché la tête, puis n'a rien dit de plus. Pourtant, ce bref échange m'a donné une lueur d'espoir. Peut-être que le temps pouvait vraiment guérir les blessures. Peut-être avions-nous une chance. J'avais tort. Lors de la fête de l'Action de grâce cette année-là, la famille de Jake est venue nous rendre visite. Pour une fois, l'ambiance était chaleureuse. Maman, papa, est-ce que vous allez bien tous les deux côté santé, a demandé Sarah avec une inquiétude sincère. Nous allons très bien, ai-je souri. C'est bien, a dit Sarah, nous regardant tour à tour. Honnêtement, je vous ai toujours admirés tous les deux. Mariés depuis si longtemps et toujours aussi amoureux. Avant que je ne puisse répondre, Jake a reposé sa fourchette brusquement. Maman, arrête de jouer la comédie, a-t-il dit d'une voix froide. Sarah ne sait pas, mais moi je sais. Vous n'êtes plus mari et femme depuis des années. Vous faites juste un spectacle pour tout le monde. L'air s'est figé. Jake, a dit Michael d'un ton bas et avertisseur. Papa, toi aussi arrête. Jake s'est levé. J'ai 28 ans, pas 8 ans. Est-ce que vous avez la moindre idée d'à quel point c'est étouffant de vous voir vivre comme ça? Vous pensiez que je ne le voyais pas? Sarah était horrifiée, tirant sur sa manche. De quoi est-ce que tu parles? Sarah, je suis désolé, a dit Jake, se tournant vers sa femme. Je te l'ai caché. Le mariage de mes parents est un simulacre. Ils sont restés ensemble pour les apparences. Jake. Je me suis levé, les larmes aux yeux. Maman, ne pleure pas. Sa voix s'est adoucie. Je sais que tu regrettes. Je sais que tu as essayé de te racheter toutes ces années. Mais papa? Est-ce qu'il a été heureux? Est-ce que tu as déjà pensé à ça? J'étais sans voix. À quoi bon continuer comme ça, a demandé Jake, nous regardant l'un après l'autre. Il vaudrait mieux divorcer et recommencer à zéro. Papa n'a que 47 ans. Tu n'as que 47 ans. Vous avez encore beaucoup de vie devant vous. Ça suffit, a dit Michael, se levant de sa chaise. Mange ton dîner. Ce repas de la fête de l'Action de grâce s'est terminé dans le silence. Les paroles de Jake avaient planté une graine dans mon esprit. Il avait raison. Que faisions-nous d'autre que nous torturer mutuellement? Mais j'avais trop peur de demander le divorce. J'étais terrifié à l'idée de perdre le peu qu'il me restait de ma famille de Michael même si tout ce qu'il me donnait était de la froideur. En 2017, j'ai eu 50 ans. L'école a organisé une petite fête pour moi. Suzanne, comment se fait-il que ton mari ne soit pas là, a demandé l'une des plus jeunes enseignantes. Il est coincé au travail, ai-je menti avec un sourire, le cœur lourd. La vérité était que Michael n'avait aucune idée que c'était mon anniversaire. Il n'avait pas célébré mon anniversaire depuis des années. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, il y avait une assiette sur la table de la cuisine avec 2 pancakes, encore chauds. Mange, a dit Michael, sortant de la cuisine. Pour ton anniversaire. J'ai fixé l'assiette. Mes préférés, au lait de beurre avec des myrtilles.
Les larmes ont commencé à tomber. Tu t'en es souvenu? Je me souviens juste de la date, a-t-il dit d'un ton plat. N'y vois pas trop de signification. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher. C'était la première chose qu'il cuisinait pour moi en une décennie. Michael, ai-je sangloté. Est-ce qu'il y a une chance pour nous? Il est resté silencieux pendant un long moment. Si longtemps que j'ai cru qu'il ne répondrait pas. Suzanne, certaines choses font partie du passé pour une raison. Il s'est tourné et s'est dirigé vers son bureau. Ils vont refroidir si tu attends. Je me suis assise à la table et j'ai mangé jusqu'à la dernière miette de ces pancakes. Ils étaient salés, et je ne saurais dire si c'était à cause de la pâte ou de mes larmes. Notre 30e anniversaire de mariage était en 2018. J'ai qu'à insister pour le célébrer. 30 ans, ce sont les noces de perles, maman. C'est important. Il a réservé un bon restaurant. Au dîner, Sarah tenait Noah pendant que Jake levait son verre. À maman et papa, merci pour tout ce que vous avez fait ces 30 dernières années. Puissiez-vous être toujours aussi heureux ensemble. Michael et moi avons trinqué et bu. Jake, la vérité c'est que ta mère et moi a commencé Michael. Papa, je sais, l'a interrompu Jake. Mais peu importe ce qui s'est passé entre vous deux, dans mon cœur, vous êtes les personnes les plus importantes de ma vie. Michael n'a pas dit un mot de plus, buvant simplement son vin en silence. Cette nuit-là, de retour à la maison, nous étions allongés dans nos espaces séparés, moi dans la chambre, lui sur le canapé, la porte entre nous étant une manifestation physique du mur entre nos mondes. Michael, ai-je appelé dans l'obscurité. Ouais. Sa voix venait du salon. 30 ans, ai-je dit, la voix frêle. Est-ce que tu m'as haï pendant 30 ans? Le silence s'est étiré. Je ne te hais pas, a-t-il fini par dire. Je suis juste fatigué. Fatigué? Le mot était plus déchirant que la haine. Je suis désolé, ai-je chuchoté, les larmes roulant sur mes tempes. Ne dis pas que tu es désolé. Sa voix était forte maintenant. Tout ça appartient au passé. Mais était-ce vraiment le cas? La pandémie a frappé en 2020. Michael et moi étions tous deux retraités, coincés à la maison ensemble. Nous nous sommes plus vus pendant ces mois-là qu'au cours de la décennie précédente. Nous cuisinions ensemble, regardions les informations, suivions le nombre de cas. Pendant un instant, on aurait presque dit que nous étions à nouveau un vrai couple. Porte ton masque, disait-il avant d'aller à l'épicerie. Je le regardais partir depuis le pas de la porte, cette petite attention quotidienne faisant battre mon cœur d'un espoir fragile. Peut-être pourrions-nous recommencer. J'avais tort. Un soir, j'ai préparé un dîner spécial et ouvert une bouteille de vin. Quelle est l'occasion? A demandé Michael en s'asseyant. Pas de raison particulière. J'avais juste envie de partager un bon repas avec toi, ai-je dit en lui versant un verre. Il m'a jeté un regard, puis a pris une gorgée. Michael, j'ai pris une profonde inspiration. Pouvons-nous essayer à nouveau? Pour de vrai cette fois. Il a posé son verre et m'a regardé. Un sourire amer a effleuré ses lèvres. Essayer à nouveau, Suzanne? Tu penses que c'est un jeu où l'on peut juste appuyer sur reset? Je sais que j'ai eu tort. Tu as eu tort. Il m'a coupé. As-tu la moindre idée de ce qu'ont été ces 18 dernières années pour moi? Allongé sur ce canapé chaque nuit, t'entendant respirer dans la pièce d'à côté et me demandant pourquoi je me torturais de la sorte. Alors pourquoi n'as-tu pas divorcé? Ai-je crié. Parce que je ne voulais pas faire de mal à Jake. Parce que je ne voulais pas faire l'objet des ragots de la ville. Parce que je ne voulais pas que tu sois humilié à ton travail. Ses yeux étaient rouges. Mais toi, as-tu pensé une seule fois à ce que je ressentais? As-tu seulement pensé à ce que ça a fait à mon cœur de te voir avec cet homme? Je suis désolé. Je suis tellement désolé, était tout ce que je pouvais dire, encore et encore. Arrête de dire que tu es désolé. Il s'est levé. Gardons simplement les choses comme elles sont. C'est très bien ainsi. Cette nuit-là, j'ai jeté tout le repas ainsi que mon dernier lambeau d'espoir. En 2024, Noah avait 9 ans. Jake et sa famille nous rendaient visite plusieurs fois par an, l'énergie du garçon insufflant de la vie dans notre maison silencieuse. Grand-mère, à quoi ressembliez-vous, papy et toi, quand vous étiez jeunes? A demandé Noah un jour,
grimpant sur mes genoux. Quand nous étions jeunes? J'ai caressé ses cheveux. Oh, papy était très beau et grand-mère était très jolie. Comment vous êtes-vous rencontrés? À l'université, ai-je souri. Papy a couru après grand-mère pendant très longtemps. Est-ce que papy aime toujours grand-mère maintenant? La question m'a prise au dépourvu. Bien sûr qu'il m'aime, ai-je dit avec un sourire forcé. Mais je ne pense pas que papy aime beaucoup grand-mère, a dit Noah en penchant la tête. Noah, a dit Sarah en s'approchant. Ne dis pas des choses pareilles. Je ne mens pas, a-t-il dit. Les gens qui s'aiment se tiennent la main et se font des câlins. Allez, c'est l'heure de faire tes devoirs, a dit Jake, éloignant son fils. Je suis resté assise sur le canapé, le cœur vide. Même un enfant de 9 ans pouvait voir que notre mariage n'était pas normal. En 2025, j'ai eu 58 ans. Mon ancien district scolaire a organisé un dépistage de santé pour les enseignants retraités. J'y suis allé pour un bilan complet, analyse de sang, radiographie et échographie. Vous êtes en pleine forme, Madame Miller, a souri l'infirmière. Peut-être un peu anémiée. Mangez un peu plus d'épinards. J'ai apporté mes résultats à la gynécologue, le docteur Evans. Elle a regardé mon dossier, les sourcils froncés. Suzanne, je dois vous poser une question assez personnelle, a-t-elle dit en levant les yeux. Est-ce que vous et votre mari avez maintenu une vie intime normale au fil des ans? La question m'a brûlé le visage. Est-ce que cela a un rapport avec mon examen? Oui, le docteur Evans a pointé l'écran du doigt. D'après vos résultats, je vois des indicateurs anormaux. Si vous êtes à l'aise, pourriez-vous m'en dire plus? J'ai hésité, puis je lui ai dit la vérité. Mon mari et moi, nous n'avons pas eu d'intimité depuis 18 ans. Le docteur Evans a eu l'air surprise, puis a soupiré. 18 ans? Elle a enlevé ses lunettes. Suzanne, avez-vous une idée de l'impact physique que cela peut avoir? Je ne l'ai pas. Un manque d'intimité à long terme peut entraîner des déséquilibres hormonaux, un affaiblissement du système immunitaire et même augmenter le risque de certaines maladies, a expliqué doucement le docteur Evans. Et d'un point de vue psychologique, cela pèse lourdement sur votre santé mentale. J'ai baissé les yeux sur mes mains, honteuse. Suzanne, puis-je demander pourquoi? Son ton était bienveillant. Est-ce un problème avec votre mari ou? C'est ma faute, ai-je interrompu. Je lui ai fait du tort. Le docteur Evans m'a regardé avec pitié. Je vois. Elle a tapé quelques notes. Suzanne, je dois faire un examen plus détaillé. Avez-vous du temps aujourd'hui? Oui. Alors venez avec moi. Je l'ai suivie dans une salle d'examen et je me suis allongé sur la table froide. Elle a passé un instrument sur mon abdomen, les yeux fixés sur un moniteur. Soudain, elle s'est arrêtée. Suzanne, sa voix tremblait légèrement. Avez-vous déjà subi une chirurgie gynécologique par le passé? Non, jamais, ai-je dit, mon cœur commençant à battre la chamade. Pourquoi? Le docteur Evans n'a pas répondu, se contentant de poursuivre l'examen. Après ce qui m'a semblé une éternité, elle a posé l'instrument. Vous pouvez vous rhabiller. Parlons-en dans mon bureau. Une fois assise, elle m'a tendu un verre d'eau. Suzanne, je dois vous dire quelque chose, a-t-elle dit en prenant une profonde inspiration. L'examen montre des signes indiquant que vous avez subi une chirurgie de l'utérus. C'est impossible, me suis-je exclamé. Je n'ai jamais été opéré. Pourtant, les résultats sont très clairs. Le docteur Evans a affiché les images. Vous voyez ceci ici? C'est un tissu cicatriciel distinct. Et elle s'est interrompue, son expression devenant encore plus sérieuse. Et quoi? Ma gorge était nouée. Et d'après l'emplacement et la formation de la cicatrice, cette chirurgie a probablement été pratiquée il y a de très nombreuses années. Elle m'a regardé intensément. Suzanne, êtes-vous absolument sûre de n'en avoir aucun souvenir? Mon esprit était un flou chaotique. Une opération? Quelle opération? Quand? Est-ce que cela pourrait être une erreur, ai-je demandé, me raccrochant à un dernier espoir. Non. Le docteur Evans a secoué la tête. L'imagerie est trop nette. Ce n'est pas une erreur. Suzanne, je vous suggère de rentrer chez vous et de réfléchir très attentivement,
ou peut-être de demander à un membre de votre famille. Je suis sorti de l'hôpital comme dans un rêve, les paroles du médecin résonnant dans ma tête. Chirurgie, tissu cicatriciel, il y a de nombreuses années. Soudain, une pensée a percé le brouillard. En 2008, après l'affaire Ethan, j'avais traversé une période de grave anxiété. Je n'arrivais pas à dormir et je prenais des somnifères. Je me souvenais m'être réveillé un matin avec une douleur sourde dans le bas-ventre. J'avais mis cela sur le compte de crampes. Serait-ce possible? Plus j'y pensais, plus je me sentais mal à l'aise. J'ai hélé un taxi et me suis précipité chez moi. Michael était dans le salon en train de lire le journal. « Tu es de retour » a-t-il dit sans lever les yeux. « Michael, me suis-je tenu devant lui. Je dois te poser une question, et tu dois me dire la vérité. » Il a fini par lever les yeux, ses sourcils se fronçant devant mon expression. « Qu'est-ce qu'il y a? En 2008, est-ce que j'ai été opéré? » Le sang a quitté son visage. Il s'est levé brusquement, le journal tombant au sol. Mon cœur a sombré comme une pierre. C'était donc vrai. J'avais subi une opération, et je ne le savais même pas. Quel genre d'opération était-ce? Ma voix tremblait. Pourquoi n'en ai-je aucun souvenir? Michael m'a tourné le dos, ses épaules tremblant comme s'il réprimait une force immense. Veux-tu vraiment savoir? Sa voix était basse. Dis-le-moi, ai-je presque hurlé. Il est resté silencieux pendant un long moment. Juste au moment où j'allais lui demander à nouveau, il s'est retourné brusquement, les yeux rougis et à vif. Cette année-là, après que j'ai découvert ta liaison, une nuit tu as pris trop de somnifères, sa voix tremblait. Je t'ai transporté d'urgence à l'hôpital pour un lavage d'estomac. Pendant qu'il t'examinait, le médecin a découvert que tu étais enceinte. Mon cerveau a bourdonné et la pièce a tangué. Enceinte. J'étais enceinte. De qui? De qui était ce bébé? J'ai à peine pu formuler la question. Michael a laissé échapper un rire brisé et amer. Le médecin a dit que vous étiez enceinte de 3 mois. Ses propres larmes sont enfin tombées. Suzanne, fais le calcul. Nous ne nous étions pas touchés depuis 6 mois à ce moment-là. Mes jambes ont lâché et je me suis effondré sur le canapé. 3 mois. Pas d'intimité depuis 6 mois. Le bébé était celui d'Ethan. J'étais vraiment enceinte. Je n'arrivais toujours pas à y croire. Et le bébé? Qu'est-il arrivé au bébé? Michael a fermé les yeux, des larmes coulant sur ses joues. J'ai demandé au médecin de pratiquer un avortement. Sa voix semblait être traînée depuis l'enfer. Pendant que tu étais inconsciente, j'ai signé le formulaire de consentement. Je leur ai fait retirer l'enfant. Mon esprit était un vide blanc. J'avais porté l'enfant d'Ethan et Michael avait mis fin à la grossesse pendant que j'étais évanoui. Comment as-tu pu? Ai-je chuchoté. Comment j'ai pu? A soudain hurlé Michael. Tu as le culot de me demander comment j'ai pu? Suzanne, tu portais l'enfant d'un autre homme. Que étais-je censé faire? Te laisser lui donner naissance? Laisser le monde entier savoir que ma femme m'avait trompé et qu'elle attendait le bébé d'un autre? Ces mots étaient des couteaux me poignardant. Mais c'était une vie. Une vie? A ricané Michael. Quand tu me trompais, as-tu seulement pensé à la vie de notre famille? Quand tu étais avec lui, as-tu pensé que Jake avait besoin d'un foyer complet et heureux? Je n'avais pas de réponse. Il avait raison. Tout était de ma faute. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Ai-je sangloté? Pourquoi me l'as-tu caché? Te le dire? Michael a essuyé ses larmes. Te dire quoi? Pour que tu te sentes coupable? Pour te faire souffrir? Ou pour que tu me détestes encore plus? Je ne te détesterai pas. Si, tu me détesterais. M'a-t-il coupé? Tu me détesterais pour t'avoir enlevé ton droit d'être mère. Tu me détesterais pour avoir fait ce choix pendant que tu étais inconsciente. Alors, j'ai choisi de ne pas te le dire. Je pensais que tu ne l'apprendrais jamais. Je pensais que ce secret serait enterré avec le temps. Mais je le sais maintenant, ai-je hurlé en m'effondrant. Je le sais. Tu comprends? Je le sais. Michael m'a regardé,
son expression était un mélange déchirant de douleur et d'épuisement. Oui, tu le sais. Sa voix est descendue à un murmure. Alors, et maintenant? Que veux-tu faire? Veux-tu me détester? Ou veux-tu me pardonner? Il s'est approché, sa voix montant à chaque mot. Ou peut-être veux-tu aller trouver cet homme et lui dire que tu as autrefois porté son enfant? Non, Suzanne. Certaines choses appartiennent au passé pour une raison. Michael s'est détourné. Fais semblant de ne pas savoir. Nous pouvons continuer à vivre comme ça. Je ne peux pas, ai-je crié. Je ne peux pas faire semblant de ne pas savoir. Alors qu'est-ce que tu veux? Il s'est retourné brusquement. Un divorce? Très bien. Allons-y tout de suite et déposons les papiers. Je me suis figé. Un divorce? Était-ce vraiment la fin? Juste à ce moment-là, le téléphone de Michael a sonné. Il a répondu et son visage a instantanément changé. Quoi? Jake a eu un accident. Mon cœur s'est serré. D'accord, nous arrivons. Il a raccroché et m'a regardé, le visage cendré. Jake a eu un accident de voiture. Il est en chirurgie à l'hôpital. Mon esprit est devenu vide. Plus rien d'autre n'avait d'importance. Je me suis précipité derrière Michael alors qu'il s'élançait vers la porte. Sur le chemin de l'hôpital, Michael serrait le volant, ses articulations étaient blanches. Il s'en sortira, ai-je dit, la voix tremblante. Jake s'en sortira. Michael n'a pas répondu, il a juste appuyé plus fort sur l'accélérateur. À l'hôpital, Sarah se tenait devant la salle d'urgence tenant Noah, ses yeux étaient rouges et gonflés d'avoir pleuré. Maman. Papa, a-t-elle sangloté en nous voyant. Jake. Il a été renversé par une voiture en sauvant un petit enfant qui courait dans la rue. Mes genoux ont fléchi et j'ai failli tomber. Michael m'a rattrapé, puis s'est dirigé vers le chirurgien. Docteur, comment va mon fils? Le docteur a baissé son masque, le visage grave. Le patient est gravement blessé. Nous faisons tout ce que nous pouvons. Il a marqué une pause. Mais il y a quelque chose que je dois vous dire. Il a perdu beaucoup de sang et a besoin d'une transfusion immédiate. Il a un groupe sanguin rare et notre réserve est basse. Groupe sanguin rare? Michael a fixé le médecin. Quel groupe? Groupe B négatif, a dit le docteur. C'est très rare. Est-ce que quelqu'un dans la famille est de ce groupe? Un don direct serait le plus rapide. Michael et moi nous sommes regardés. Je suis au positif, a dit Michael. Je suis au positif, moi aussi, ai-je balbutié. Alors le groupe sanguin du patient devrait être. Le docteur a feuilleté le dossier, puis s'est arrêté. Attendez une minute. Génétiquement, si les deux parents sont de groupe O, il est impossible pour leur enfant d'être de groupe B. L'air dans le couloir est devenu de glace. J'ai regardé Michael. Son visage était d'une blancheur mortelle. Êtes-vous tous les deux certains d'être de groupe O? A demandé le docteur, confus. Certain, la voix de Michael n'était qu'un murmure. Le docteur a froncé les sourcils, sur le point de dire autre chose quand les portes de la salle d'opération se sont ouvertes brusquement. Nous avons besoin d'un membre de la famille. A appelé une infirmière d'urgence. Le patient est dans un état critique. Nous devons lui donner du sang maintenant. Je vais recontacter la banque du sang, a dit le chirurgien en se tournant pour partir. Attendez. Sarah a soudainement pris la parole. Je suis B négatif. Prenez le mien. Le docteur a marqué un temps d'arrêt, puis a acquiescé. D'accord. Nous allons vous préparer immédiatement. Venez avec moi. Sarah a suivi le docteur, me laissant Noah. Je tenais mon petit-fils, tout mon corps était engourdi. Michael restait figé dans le couloir, les yeux rivés sur les portes de la salle d'opération. Michael, je suis allé à ses côtés. Ne parle pas. Sa voix était plus froide que la glace. Pas avant que Jake ne soit sorti de chirurgie. 2 heures plus tard, la lumière au-dessus de la salle d'opération s'est enfin éteinte. Le chirurgien est apparu, retirant son masque. L'opération a été un succès. Il est stable pour le moment,
a-t-il dit, mais il devra être surveillé en soins intensifs. Nous avons tous poussé un soupir de soulagement collectif. Sarah, pâle d'avoir donné son sang, est sortie et a demandé faiblement, « Comment va Jake ?» « Il va bien. » Je l'ai serré dans mes bras. « Merci, Sarah. » Jake a été transféré en soins intensifs. Nous ne pouvions le voir qu'à travers la vitre, allongé, pâle et immobile, relié à un enchevêtrement de tubes et de fils. « Jake » ai-je chuchoté, les larmes brouillant ma vue. Michael se tenait à mes côtés, silencieux comme une statue. Cette nuit-là, Sarah a ramené Noah à la maison pour qu'il se repose. Le couloir de l'hôpital était vide, à l'exception de Michael et moi. Suzanne, a-t-il enfin parlé, sa voix remplie d'un désespoir que je n'avais jamais entendu auparavant. Dis-moi, est-ce que Jake est mon fils? Mon cœur s'est arrêté. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Le docteur l'a dit. Nous sommes tous les deux de groupe O. Jake ne peut pas être de groupe B. Il s'est tourné vers moi, les yeux pleins d'angoisse. Alors, je te le demande, est-ce que Jake est mon fils biologique? Bien sûr qu'il l'est, ai-je dit frénétiquement. Bien sûr qu'il est ton fils. Alors explique le groupe sanguin. Je ne sais pas. Mon esprit s'emballait. Peut-être que l'hôpital a fait une erreur. Peut-être que c'est une mutation génétique. Est-ce que tu y crois vraiment? Michael a laissé échapper un rire froid. Suzanne, quand tu m'as trompé, Jake était déjà à l'université. Donc, s'il n'est pas mon fils, cela signifie que tu m'as menti depuis le tout début, il y a 30 ans. Non. J'ai saisi son bras. Ce n'est pas vrai, Michael. Tu dois me croire. Te croire? Il a dégagé sa main. Comment puis-je te croire? Tu ne savais même pas que tu étais enceinte de l'enfant d'un autre homme. Comment suis-je censé te croire maintenant? Mais Jake est ton fils, ai-je sangloté. Regarde-le. Il te ressemble tellement. Il me ressemble? Les propres larmes de Michael sont tombées. Suzanne, sais-tu quelle a été ma plus grande fierté ces 30 dernières années? Avoir un fils comme Jake. Et maintenant, tu me dis qu'il n'est peut-être même pas le mien. Il l'est. Il doit l'être. Juste à ce moment-là, la porte des soins intensifs s'est ouverte. Un médecin est sorti. Le patient est réveillé. Il vous demande. Nous nous sommes précipités à l'intérieur. Jake était allongé sur le lit, nous regardant faiblement. Papa. Maman. Sa voix était ténue. Jake. J'ai serré sa main. Comment te sens-tu? Bien. Il a regardé Michael, ses yeux suppliants. Papa, j'ai quelque chose à te dire. Michael s'est approché du chevet, ses propres yeux rouges. Qu'est-ce que c'est, mon fils? Jake a pris une inspiration instable, puis a rassemblé toutes ses forces pour dire une phrase. Papa, j'ai toujours su que je n'étais pas ton vrai fils. Les paroles du docteur avaient fait s'écrouler mon monde, mais ceci était le coup de grâce final. Je me tenais dans la chambre d'hôpital, observant le visage pâle de Jake, entendant les mots qu'il avait forcé à sortir. Le monde s'est brisé et s'est reformé en quelque chose que je ne reconnaissais plus. Papa, j'ai toujours su que je n'étais pas ton vrai fils. Après avoir dit cela, Jake a fermé les yeux, épuisé. Le bip régulier du moniteur cardiaque était le seul son, un rythme funèbre dans la pièce silencieuse. Michael a reculé, heurtant le mur. Son visage était d'un blanc fantomatique sous les lumières fluorescentes, ses lèvres bougeaient mais aucun son ne sortait. J'ai regardé l'homme avec qui j'avais vécu pendant 30 ans. J'étais habitué à sa froideur, au mur qu'il avait construit entre nous. Mais maintenant, en voyant chaque ride de son visage gravé par le choc et le désespoir absolu, j'ai enfin compris le cœur fragile qui s'était caché derrière ce mur. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Michael a enfin réussi à étouffer ses mots, sa voix rauque et méconnaissable. Une infirmière, sentant la tension, a dit doucement, le patient a besoin de se reposer. Vous devriez peut-être sortir. Mais je ne pouvais pas bouger. J'étais figé sur place. Jake a rouvert les yeux, fixant les dalles du plafond. Sa voix était aussi légère qu'une plume. Mon année de terminale au lycée. Je rangeais le bureau. J'ai trouvé tes vieux dossiers médicaux.
Mon certificat de naissance. Mon groupe sanguin était répertorié comme B négatif, mais le dépistage de santé de l'école disait que j'étais B positif. Mon esprit bourdonnait. Je me souvenais de ce dépistage de santé. Jake était rentré à la maison l'air pâle. Je lui avais demandé ce qui ne allait pas et il avait juste dit qu'il attrapait un rhume. C'était en 2006. Il avait 17 ans. J'ai secrètement fait faire un test de paternité, a chuchoté Jake, une seule larme traçant un chemin sur sa tempe. Les résultats. La probabilité de paternité était de moins de 0,1%. Papa, je ne suis pas ton fils. Les jambes de Michael ont lâché et il s'est effondré sur une chaise voisine. Il a enfoui son visage dans ses mains, ses épaules secouées violemment. C'était la première fois en 10 ans que je le voyais vraiment craquer, non pas avec des larmes silencieuses, mais avec des sanglots réprimés et déchirants. Ce son était plus douloureux pour moi que n'importe quelle accusation. Qui ? Il a levé la tête, ses yeux injectés de sang, me transperçant du regard. Qui était-ce ? J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Qui ? Je ne sais pas, ai-je balbutié. Je ne sais vraiment pas. Avant Michael, j'avais eu un petit ami à l'université, mais nous avions rompu 6 mois avant le mariage. Après notre mariage, j'avais toujours été fidèle jusqu'à Ethan. Mais c'était 20 ans après le début du mariage. Il n'y avait aucun moyen que Jake soit le fils d'Ethan, ce qui ne laissait qu'une seule possibilité. Michael, ai-je commencé, chaque mot étant un éclat de verre dans ma gorge. Avant le mariage. Je me souviens maintenant. Mon enterrement de vie de jeune fille. J'ai trop bu. Les souvenirs sont un flou. Un visage que j'avais presque complètement oublié a refait surface. Mark Peterson, le meilleur ami de Michael, notre témoin. La semaine avant notre mariage, il avait déménagé en Europe pour un travail. Nous n'avions plus jamais entendu parler de lui. Nous nous étions à peine parlé. Michael s'est levé d'un bond, ses yeux passant du désespoir à une clarté terrifiante, puis à une rage pure. Mark. Il a craché le nom comme un poison. C'était lui, n'est-ce pas ? Je ne pouvais pas le nier. La chronologie correspondait, le groupe sanguin correspondait. Mark était B négatif. Je l'avais entendu par hasard lors d'une fête, il y a longtemps. Vous deux, la voix de Michael tremblait. Avant mon mariage, dans ma propre maison. J'étais ivre, ai-je pleuré en m'effondrant. La veille de la répétition du mariage, j'étais si nerveuse. J'ai trop bu. Il m'a ramené à la maison. Je ne m'en souviens pas. Je jure que je pensais que ce n'était qu'un mauvais rêve. Alors, tu m'as épousé en portant l'enfant d'un autre homme ? Michael a ri à un son brut, horrifiant. 28 ans, Suzanne. Tu m'as menti pendant 28 ans. J'ai élevé le fils de mi meilleur ami. J'en ai fait ma fierté et ma joie. Je lui ai tout donné. Tu as fait de moi la plus grande plaisanterie du monde. Je ne savais pas. Je suis tombé à genoux, saisissant son pantalon. Michael, je jure que je ne savais pas. Mes règles étaient toujours irrégulières. Je pensais juste qu'elles étaient en retard. Si j'avais su, je n'aurais jamais. N'aurais jamais quoi ? Il m'a regardé de haut, ses yeux aussi froids qu'un lac gelé. Ne m'aurait jamais épousé. Ou ne l'aurait jamais eu. J'ai été réduite au silence. Qu'aurais-je fait si j'avais su à l'époque ? Je n'en avais aucune idée. En ce temps-là, être une mère célibataire était une honte profonde. Et Michael, il était si bon envers moi, si sincère. Sors. Michael m'a tourné le dos. Je ne veux pas te voir. Michael. Sors. A-t-il hurlé, sa voix se brisant sous une rage qui avait été réprimée pendant toute une vie. Je me suis levé en chancelant et je suis sorti des soins intensifs. Le couloir était vide, baigné dans la lumière crue et stérile de l'hôpital. Je me suis appuyé contre le mur et j'ai glissé jusqu'au sol, enfouissant mon visage dans mes genoux. Pendant 30 ans, j'avais cru que ma liaison d'il y a 18 ans était le plus grand péché de ma vie, une dette que je passerais mes années restantes à rembourser. Mais maintenant, je savais que ce n'était qu'une réplique, un écho cruel et ironique. Le péché originel avait été commis avant même que l'histoire ne commence, avant que la marche nuptiale ne retentisse. Et moi,
la pécheresse, j'avais vécu dans une ignorance béate, volant 28 ans de la vie de Michael. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise là avant que quelqu'un ne s'assoie à côté de moi. C'était Sarah. Elle a doucement passé un bras autour de mes épaules. Maman. Jake m'a tout raconté. Sa voix était douce. Il a dit que peu importe ce que dit le test sanguin, tu seras toujours sa seule mère et papa sera toujours son seul père. J'ai levé les yeux vers son visage jeune et triste. Sarah, tu ne me détestes pas? Sarah a secoué la tête. La haine ne changera rien. Jake a besoin de vous deux. Noah a besoin de ses grands-parents. Maman, certaines choses ne peuvent pas être annulées, mais nous pouvons encore choisir comment nous affrontons l'avenir. Ces mots étaient une bouée de sauvetage, mais je ne pouvais pas les saisir. Est-ce que je le méritais? Avais-je encore le droit d'être la mère de Jake? D'être la grand-mère de Noah? 2 jours plus tard, Jake a été transféré dans une chambre ordinaire. Michael restait à ses côtés constamment. Il ne parlait à personne sauf si c'était absolument nécessaire. Surtout pas à moi. Il me regardait comme si j'étais une étrangère. Non, pire qu'une étrangère, comme si j'étais la personne qui avait trahi son monde entier. J'apportais des repas et des vêtements propres à l'hôpital chaque jour, mais je ne restais qu'à l'extérieur de la chambre, jetant parfois un coup d'œil par la petite fenêtre vitrée. Je voyais Michael assis près du lit, tenant la main de Jake, tous deux discutant à voix basse. Je ne pouvais pas entendre ce qu'ils disaient, mais je voyais les larmes sur le visage de Jake et les yeux rougis de Michael alors qu'il essayait de rester calme. C'était une scène magnifique et déchirante, un père et un fils dont le lien était plus profond que le sang. Et c'était moi qui avais failli tout détruire. Une semaine plus tard, Jake est sorti de l'hôpital. Nous ne sommes pas retournés à notre maison. Nous sommes allés chez Jake et Sarah à Chicago. Ils ont donné la chambre principale à Jake pour qu'il récupère, tandis que Michael et moi avons été installés dans la chambre d'amis. Nous étions sous le même toit, mais à 1000 lieues l'un de l'autre. Cette nuit-là, j'ai entendu un bruit sur le balcon. J'ai poussé la porte coulissante pour voir Michael debout là, une cigarette rougeoyante à la main, regardant les lumières de la ville. Il avait arrêté de fumer il y a plus d'une décennie. Michael, ai-je dit doucement. Il ne s'est pas retourné, a juste pris une longue bouffée de sa cigarette et a expiré lentement. Suzanne, j'ai réfléchi. Sa voix était d'un calme déconcertant. J'ai voulu te détester. J'ai voulu te tuer. J'ai voulu tout brûler et tout arrêter. Mon cœur s'est serré en un nœud étroit. Mais Jake m'a dit. Il s'est tourné, la braise de la cigarette éclairant son visage dans le noir. Papa, ces 28 dernières années, l'amour que tu m'as donné était réel. Et l'amour que je t'ai donné était réel. Cela suffit. Le vent du début de l'hiver soufflait et je me serrais contre le froid, attendant ma sentence. Alors, j'ai décidé de te laisser partir, a dit Michael, écrasant la cigarette contre la balustrade. Et de me laisser partir aussi. Pouvons-nous? Ai-je étouffé? Pouvons-nous revenir en arrière? Revenir en arrière? Il a ri, un son vidé par l'épuisement. Chaque jour de notre passé était construit sur un mensonge. Il n'y a pas de retour en arrière possible, Suzanne. Alors que faisons-nous? Michael est resté silencieux pendant un long moment. Au loin, le sifflet d'un train a retenti, un son long et solitaire. Jake a besoin de temps pour guérir. Noah est encore jeune. Il a besoin d'une famille complète, a-t-il dit lentement. Alors, nous continuerons à agir exactement comme nous l'avons fait ces 18 dernières années. En public, nous sommes un couple aimant. Nous sommes les parents de Jake. Nous sommes les grands-parents de Noah. Et à la maison? Ai-je demandé, la voix tremblante. Il m'a regardé, les yeux vides. À la maison, nous sommes colocataires. Juste colocataires. Cette fois, pour de vrai. Il s'est retourné et est rentré à l'intérieur, me laissant seul sur le balcon froid. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis souvenu qu'il avait dit ces mêmes mots il y a 18 ans. Je réalisais maintenant que ce n'était pas l'issue la plus terrible. L'issue la plus terrible était celle-ci, où même la haine était un luxe, remplacé par les mouvements fatigués et mécaniques d'un partenariat. Mais cette fois, je n'avais aucun droit de me plaindre. Je n'avais même pas le droit d'être triste.
Je méritais cela. Les jours passaient. Jake récupérait lentement et commençait à travailler depuis la maison. Noah rentrait de l'école en courant, d'abord dans les bras de son grand-père, puis dans les miens. Le son de son rire innocent était la seule chose vraiment chaleureuse dans cette maison. Michael était poli et distant. Il disait le merci et excuse-moi. Si je toussais, il me passait silencieusement un verre d'eau, mais il n'y avait plus de contact visuel, plus de mots inutiles. Nous étions deux robots programmés pour jouer parfaitement les rôles d'un couple heureux et de grands-parents gâteux. Parfois, tard dans la nuit, j'entendais une toux étouffée de son côté de la chambre ou un profond soupir. Je restais allongé dans l'obscurité et je l'imaginais l'homme qui avait été fier toute sa vie, maintenant forcé d'avaler cette immense humiliation et cette douleur en privé chaque nuit. Et je n'avais même pas le droit de frapper à sa porte pour lui dire que j'étais désolé. Noël est arrivé et nous sommes retournés dans notre ville natale. Les amis et la famille se sont réunis et la maison était pleine de bruit et de rire. Michael et Suzanne, vous deux êtes toujours aussi amoureux, a dit ma cousine avec nostalgie. 30 ans et vous avez l'air aussi heureux que des nouveaux mariés. Michael a souri et a passé son bras autour de mon épaule, un geste si pratiqué qu'il semblait tout à fait naturel. Ouais, a-t-il dit. C'est elle qu'il me faut. Je me suis appuyé contre lui, sentant l'odeur légère et familière du tabac sur sa chemise. Il avait recommencé à fumer. Son bras était fort et stable, mais je savais que cette force n'était pas là pour me tenir. Elle était là pour soutenir un monde qui était sur le point de se briser. Au dîner de Noël, Jake s'est levé pour porter un toast. Maman, papa, merci pour tout ce que vous avez fait pour cette famille. Il nous a regardés, les yeux brillants. Je vous aime. Michael a levé son verre et l'a vidé d'un trait. J'ai pris une gorgée de mon vin. Cela m'a brûlé la gorge et j'ai commencé à tousser. Michael m'a doucement tapoté le dos. Le geste était tendre, mais ses yeux regardaient quelque part au loin. À ce moment-là, j'ai compris. Certains châtiments ne sont pas des disputes bruyantes ou de la froideur affichée. Ils sont une distance douce. Il était juste à côté de moi, mais il était déjà à 1 million de kilomètres. Après les fêtes, nous sommes retournés à Chicago. La vie a continué son chemin apparemment paisible jusqu'à un après-midi de mars. Michael m'a appelé dans le bureau. Suzanne, assieds-toi. Nous devons parler. Je me suis assise, le cœur battant d'anxiété. La lumière du soleil filtrait à travers la fenêtre, jetant des ombres mouchetées sur son visage. J'ai réservé un vol pour l'Oregon pour la semaine prochaine, a-t-il dit calmement. Tout seul? Mon estomac s'est noué. Pour combien de temps? Je ne sais pas. 1 mois, peut-être plus. Il m'a regardé, son expression indéchiffrable. J'ai besoin de temps pour être seul, pour réfléchir. Et pour la famille? Jake va bien maintenant. Sarah est là pour Noah. Il a marqué une pause. Prends soin de toi. Je savais que c'était son adieu. Pas un divorce, pas une rupture finale, mais une longue et lente évasion. Dès l'instant où il avait appris la vérité, il avait pris la fuite. Michael, j'ai trouvé le courage de dire, l'arrêtant alors qu'il se tournait pour partir. Si le temps pouvait revenir à la nuit avant le mariage, je... Ne dis pas si, m'a-t-il coupé, la voix lasse. Ces 30 dernières années, tu as dit si trop de fois. Mais le temps ne fait qu'avancer. Les erreurs que nous avons commises, les blessures que nous avons causées, elles sont gravées dans nos os maintenant. Tout ce que nous pouvons faire, c'est les porter et continuer à marcher. Il a atteint la porte, puis s'est arrêté, toujours le dos tourné vers moi. Quand je reviendrai, nous parlerons de la suite. La porte s'est refermée doucement. Je suis resté assise dans le bureau, regardant la brillante journée de printemps, les larmes coulant silencieusement. Je ne savais pas s'il reviendrait un jour ou de quel genre de suite il parlait. Mais cette fois, je ne priais pas pour le pardon. Je n'espérais pas revenir en arrière. Il y a 18 ans, je pensais que la pire punition était qu'il ne me touche plus, que nous soyons des étrangers sous un même toit. Maintenant, je comprenais enfin que ce n'était que le prélude. La véritable punition était la vérité éclatant au grand jour et le mur infranchissable qu'elle construisait entre nous. De chaque côté de ce mur se tenaient 2 personnes, irrévocablement changées par le temps et les mensonges.
Et je passerai chaque jour du reste de ma vie à rembourser une dette que j'ai contractée il y a 30 ans. Qu'il revienne ou non, quelle que soit notre fin, c'est ainsi que se termine mon histoire.